Et ça roule. Alors, Danny, on sort d'un atelier sur le philanthrocapitalisme. Quelle impression ça t'a laissé, cet atelier-là? À part un assez mauvais arrière-goût en bouche, là, je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est. On est habitué un peu à notre petit capitalisme soft, là, doux, ici au Québec, où est-ce que, bon, il y a les maisons d'édition, puis quand même beaucoup de business autour de l'éducation. Mais c'est vraiment rien quand on compare à ce qui se passe dans les pays qui sont plus en voie de développement. Quand on parle en Inde, où est-ce que l'école publique a de la difficulté, vraiment, vraiment beaucoup. Puis la réponse à ça, c'est de créer des écoles privées à petits coûts pour que les gens puissent y aller, mais quand même, ça coûte cher pareil. Puis là, les gens, ils sont obligés de prendre des micro-prêts pour pouvoir y aller quand même, avec des taux d'intérêt à 30-35 c'est puis que les gens sont quand même pas capables de les rembourser, c'est un peu n'importe quoi. Puis ça amplifie le problème en voyant que il n'y a pas d'argent pour l'école publique, puis la réponse c'est que les gens vont à l'école privée, fait qu'il y a encore moins d'argent pour l'école publique. Puis en arrière de ça, quand tu regardes qui est-ce qui fait cette fausse philanthropie-là, qui est comme qui est quand même dans le but de faire de l'argent à quelque part. Puis là, tu te mets à essayer de démêler toutes les structures de compagnie, puis toutes les petites cordes qui s'en vont un peu partout. C'est assez intense de voir qu'en arrière de ça, ben, c'est des compagnies qui veulent faire de l'argent puis qui vont faire de l'argent sur le dos des gens qui sont trop pauvres à la base pour même s'éduquer, là. Ouais, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que on fait de l'argent avec la pauvreté, en fait, puis l'échelle la grandeur de ce système-là, la complexité de ce système-là. Puis on va loin, tu parles de maison d'édition. On sait que la multinationale Pearson a une mainmise quasi complète sur l'édition scolaire, sur la production d'examens, sur les tests standardisés au Sud, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est l'exemple des Philippines où le pays, sa grosse industrie, c'est les centres d'appel. Oui. Et pour peupler ces centres d'appel-là d'ouvriers qualifiés suffisamment pour être là, les compagnies qui ouvrent des écoles privées aux Philippines orchestrent tout le programme autour de ça, là, autour des besoins des entreprises. Puis on voit ça ici aussi, là. Puis il y a aussi toute cette espèce de philanthropisme-là, l'espèce de masque de bonté, de bénévolence, mais dans le fond, c'est pour faire une pièce. Qu'est-ce que ça vient de chercher, toi, dans ton travail d'enseignant, à ton échelle locale? Qu'est-ce que tu penses que ça va changer? Pas nécessairement dans tes pratiques, mais dans ce que tu vas faire sur le terrain. Ben, je dirais que je risque d'être un peu plus peut-être un peu plus. D'avoir une opinion plus pointue quand on va me demander si on veut un cahier d'exercice ou si on veut acheter un truc de maison d'édition. Personnellement, j'aime pas beaucoup travailler avec le matériel des maisons d'édition. Souvent, je le trouve pas adapté à ma façon de travailler, à ma façon d'enseigner. Je trouve pas que les évaluations non plus qui sont fournies sont adaptées à ma façon de travailler, mais non plus aux demandes et aux critères d'une évaluation qui est demandée par le ministère, si on veut. Là. Fait qu'il y a souvent des collègues qui vont travailler avec des cahiers d'exercice ou qui suivent un manuel d'un A à Z. Puis, je pourrais pas j'irai pas leur dire quoi faire. Mais si on me demande, veux-tu un cahier d'exercice, ben, je pense que je vais être encore plus, je vais être encore plus décisif dans la réponse qui va être non. Puis, bon, ça va arriver parce que je suis précaire, que je reviens dans une école où est-ce que les élèves ont déjà un cahier. Puis là, je sais que je vais être un peu pris avec, puis je n'aurai pas le choix. Puis à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire à part grogner. Mais si on me pose la question, là, est-ce qu'on en veut un pour l'année d'après, là, je pense que je vais essayer de convaincre des collègues de les laisser tomber ces cahiers-là, puis de se monter du stock eux autres mêmes, de se monter leur propre matériel qui va être beaucoup plus adapté, puis qui ne mettra pas de l'argent dans les poches de Pearson, qui va aller après ça l'investir en Inde pour faire de l'argent avec ces gens-là qui sont en Inde. Un des panélistes le disait, c'est terrible de voir que des compagnies dans les pays développés. Là, lui, il venait d'Angleterre ou en tout cas des Royaumes-Unis. Il disait, ben, on manque d'argent pour nos écoles, puis les entreprises vont aller investir dans l'école privée, mais même pas chez nous. Ça serait pas le fun, mais ça serait déjà moins pire que de voir nos entreprises qui vont investir notre argent dans des écoles privées, dans des pays sous-développés, où est-ce que ils vont pas aider le monde. Ils ont l'air d'aider le monde. Ça a l'air beau, c'est joli, mais si tu enlèves la couche de petites fleurs qu'il y a sur le dessus, ça reste du capitalisme, puis sur le dos des plus démunis, là. Puis ce qui m'a marqué, moi, c'est que les panélistes, ils expliquaient tout ce plan-là pour
implanter ce modèle d'éducation privée-là. Comment ça fait des dizaines d'années que c'est préparé en sous-main, qu'on prépare le terrain avec des évaluations des écoles, avec une standardisation des tests, de l'évaluation des enseignants, des enseignantes, et des écoles à charte, des écoles, les fameux vouchers qu'on remet aux parents pour qu'ils choisissent eux-mêmes l'école de leurs enfants. Et tout ça, ça a une résonance avec ce qui se passe au Québec, le discours ambiant. On n'est pas à la même échelle là, du tout, parce on est dans une démocratie, on a encore un espace démocratique, mais quand je vois les rumeurs de disparition des commissions scolaires, de la démocratie scolaire en général, et ce discours-là qui était porté par la DQ, qui est porté maintenant par la CAQ, de ces écoles à charte-là, d'un modèle qui vient inspirer certains de nos politiciens, moi, ça me fait peur. Est-ce que tu penses que le monde de l'éducation est au courant de ce que ça sous-tend, ça? Le monde d'éducation, je dirais que oui, mais je me demande si les gens qui sont moins à l'affût de ce qui se passe dans le monde de l'éducation, le public qui s'informe que par des médias de masse, par exemple, bien, eux voient ça comme une bonne idée parce que ce qu'ils voient, c'est leur compte de taxes scolaires d'un côté, c'est les écoles de l'autre côté qui vont pas toujours bien, puis ils disent, ben ça donne quoi que je donne tout cet argent-là si de toute façon ça va pas bien, mettons tout ça à terre puis enlevons le système. Quand au bout de la ligne, ben il y a des choses qui sont hyper importantes qui viennent des commissions scolaires. Moi, je suis dans un milieu rural. Si on n'avait pas les commissions scolaires pour avoir des services qui peuvent être prêtés, puis bon, ça fonctionnerait juste pas. En dehors de ça, ben il y a tout le problème des écoles qui se surspécialisent, des écoles qui font de plus en plus. Il y a beaucoup de concurrence avec les écoles privées, avec les écoles qui font des programmes spéciaux. Puis là, tu te ramasses avec des classes où il y a des classes dites régulières, mais où la seule chose qu'il y a de régulier, c'est le nom, parce qu'il reste des élèves qui n'étaient pas assez forts pour aller dans les programmes spécifiques, des élèves qui sont en difficulté, qui sont intégrés, pas avec les services qu'ils devraient avoir à cause des coupures, puis tu te rends avec une classe où l'élève moyen a de la misère à se démarquer. Puis moi, je vois ça en lien avec un peu là, cette idée-là de capitalisme, puis de capitalisme relié à l'éducation, parce que c'est cette espèce de concurrence-là qui existe. Si on revient en arrière un peu, puis l'école suivait un programme, il y avait des options, mais pas des concentrations à ce point-là, bien, on avait un mélange plus intéressant d'élèves dans une classe qui ressemblait plus à la société, là. Sans être rendu au point d'avoir des trucs aussi intenses que dans ces pays-là, mais je pense que c'est la dérape qui est déjà engagée. Puis cette dérape-là, le monde de l'éducation la voit pas tout le temps, je pense, parce qu'ils pensent à avoir le plus d'élèves possible pour avoir le plus de financement possible, parce que ça va par nombre d'élèves pour l'argent qui rentre dans les écoles. Puis je pense que c'est pas tout le monde, si on parle d'administrateurs, mettons, qui dans la gestion au jour le jour vont penser à cette dérape-là, parce que les autres, ils pensent à leur école puis à leur budget. C'est le danger de tout compartimenter. Quand on se met à regarder à petite échelle, on ne voit pas ce qui se passe à grosse échelle. Puis si on prend un pas de recul, puis là, ben ici, on fait un beau pas de recul avec l'international, puis on se dit, ouais, eux autres sont dans une solide dérape, mais si on regarde nous autres ici, il y a quand même une tendance assez intense à faire, à faire que les écoles se mettent à faire de la concurrence entre elles. Puis on leur demande quasiment d'être rentables, puis quasiment de faire du profit, là, comme si c'était une shop de boulons, là, puis on voulait fabriquer des élèves, comme si ça se pouvait, là. Ben, à 6,3 trillions de dollars de valeur pour le monde de l'éducation projeté pour 2020. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui essaient de... La table est mise, puis l'attrait est là pour les philanthro-capitalistes du monde. On va essayer de diffuser la vidéo auprès de nos administrateurs scolaires du monde de l'éducation, puis on va continuer à être vigilants.